Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast New York Giants FR. Nous avons joué contre les Bengals au dernier match, victoire 19-17 des Giants et on est finalement un peu blasé, troisième victoire d'affilée. Voilà, ça devient basique pour nous, l'équipe est vraiment trop forte, je ne sais pas quoi dire d'autre. Qu'est-ce que t'en penses, Thiago? On est en tête de la NFC Est. Attends, on est en tête de la NFC Est. Bon, sous réserve qu'il n'y ait pas de victoire des Eagles ce soir, jusqu'à la semaine prochaine. C'est pas une mince affaire. C'est vrai, et en plus le podcast peut-être qu'il sortira, ou vous l'écouterez en tout cas, alors que le match aura déjà été joué, et ça se trouve on sera plus premier de la NFC Est. Bon, en tout cas voilà, c'est quand même une victoire, ça fait évidemment plaisir, on rigole bien évidemment. 19-17, ça a été chaud jusqu'au bout, on a claqué des fesses jusqu'au dernier snap du match quasiment, à peu de choses près. Même si, au final, juste pour résumer globalement, on a archi dominé ce match. Je regarde juste la stat des yards totaux sur le match, on en met 386 en attaque. Les Bengals en mettent 155, ils ont quasiment rien fait. Tout ce qu'ils ont fait, c'est parce qu'on leur a donné, et c'est sur des erreurs de notre part. Donc quelques éléments à regretter, notamment en special teams, mais un match qui a été maîtrisé et qui, je pense, se termine un peu en eau de boudin et un peu compliqué suite à la blessure de Daniel Jones. Ouais, c'est clair que le score ne reflète pas vraiment la physionomie du match. Pas du tout. Parce que, juste très rapidement, pour parler des deux premiers drives, on a quand même eu un excellent premier drive avec une passe incroyable de Daniel Jones à Evan Engram côté droit qui nous amène aux portes de l'end zone. Ça se termine avec un touchdown de Wayne Gallman sur un fourth down. Et tout de suite après... retour de kick-off des Bengals, 103 yards, touchdown. Et là, je me suis dit, il va être content. Joe Judge, l'ancien coordinateur de Special Teams, qui en fait voit son équipe se faire littéralement transpercer au milieu. Et puis en fait, après, ça a été les seuls touchdowns de la rencontre. Après, il y a eu quand même pas mal d'échanges de punt, de field goal. Donc encore merci à Graham Gano, qui d'ailleurs a passé sa quarantaine avec un filet dans sa chambre d'hôtel à s'entraîner. C'est vrai. Puisqu'en fait, il avait rien d'autre à faire. Et d'ailleurs, je crois qu'il a battu un record. Je crois qu'il est le kicker des Giants avec le plus... si je dis pas de bêtises, avec le plus de la plus longue série. Voilà, le field goal réussi d'affilée, je crois, c'est le deuxième, je crois. Pour l'instant, il est deuxième. Il y a quelqu'un qui est devant lui, j'ai pas été voir, mais il est. Bon, en tout cas, il fait partie des meilleurs kickers qu'on a jamais eu en tant que dans une saison, en tout cas. Il faudra voir ce qu'il donne les saisons suivantes, mais. Ouais, donc encore un excellent match de Graham Gano. Et... Qui est la seule phase des special teams où on a vraiment été bon, le field goal, puisque le reste, on a été nul. Donc tu dis ce kick-off qu'on se prend directement alors qu'on mène 7-0, on a un peu on a le momentum, c'est le début du match, c'est un peu dur à dire, mais on entame bien et puis et vu ce qu'ils ont fait en attaque, on les aurait assommés tout de suite, ils auraient rien fait. Et je pense qu'avec 0 points, on aurait pu les tenir à 0 points clairement tout le match. Et aussi dernier sur la fin du match où on mène, ils viennent de marquer un touchdown puisqu'en fait ils marquent un touchdown en attaque quand même où en fin de match on joue très préventif, on les laisse marquer, puis bien aidés par les arbitres quand même qui sifflent une passe interférence complètement inexistante. Complètement inexistante, surtout qu'il y a eu bien pire juste avant sur les Giants, mais bon, c'était pas sifflé, c'est évidemment contre nous. Bref, peu importe. En tout cas, un excellent punt qui nous dégage et qui renvoie les Bengals très loin dans leur camp, sauf que là encore, retour de 30 ou 40 yards, et à peu de choses près, le mec marquait. Là, s'il marque... c'est chaud. Ouais, finalement, on les arrête. C'est Cam Brown qui arrive à le choper par les talons et à le faire tomber. Une petite cuillère là, tu sais, il lui met il lui attrape les chevilles au dernier moment, quoi. Ouais. Et alors il y a une autre action aussi en special teams où on s'est fait avoir, c'est un fake punt. Oui, c'est vrai. Où on s'est fait avoir comme des bleus. Donc je pense que là, Judge, il devait être complètement vert. On était un peu aux fraises. Mais c'est sûr qu'à part le touchdown, qui au final est anecdotique, c'est pas comme si on se prenait des kick-off return à tour de bras, on a une défense qui a extrêmement bien tenu et on a un match qui a été sauvé par la défense, puisque après ce retour de punt on s'est dit ils ont juste besoin d'un field goal pour gagner. On était à 19-17, il restait que moins d'une minute, il leur fallait un field goal et puis c'était bon, ils gagnaient. Et il y a eu un sac. Alors je sais plus qui fait c'est Sherd qui fait le sac fumble et c'est récupéré par Leonard Williams qui
plus tôt dans le match, a eu son 6e sac de la saison et aussi une pénalité pour unnecessary roughness. C'est quand même le deuxième match d'affilée où il nous fait le coup. Hein. Il a fait la même chose au dernier match. C'est débile. Ouais, ça apporte un peu une ombre à et autant au dernier match, il avait pris Wentz, il l'avait enterré dans le sol. Tu vois, là je comprends. Franchement, si tu fais une faute comme ça, fais-lui mal au gars. Tu le blesses pas, mais montre-le. Ça peut être utile si tu lui mets un gros contact pour un peu le faire flipper sur les coups d'après. Mais si c'est juste pour le pousser comme ça, honnêtement, ridicule. Ouais, donc ouais, on a quand même une défense qui nous a maintenu dans le match, alors qu'on avait une fois que Daniel Jones s'est blessé, on avait une attaque qui peinait un peu plus parce que forcément, hein, Colt McCoy, c'est pas Daniel Jones, alors il a pas la même jambe, il a pas non plus le même bras, et Colt McCoy, il a pas fait des first team reps pendant toute la semaine pour se préparer à jouer. C'est surtout ça. Donc il nous a pas perdu le match, c'était tout ce qu'on lui demandait. Il y avait manifestement des petits problèmes de synchronisation avec des joueurs, je pense notamment à un third down où en fait il loupe Dion Lewis de peu, mais bon, à la limite, ça on va dire que c'est pas étonnant pour un gars qui se lance comme ça avec l'équipe. Ouais, en attaque, on a eu un peu plus de mal une fois que Jones n'était plus là. Ouais, c'était clairement plus le même match. Si on reste un peu sur cette défense, on a eu donc très gros match, tu l'as dit, ils ont gagné donc en attaque 155 yards. C'est vraiment ridicule hein, de ne pas dépasser les 200 yards déjà, ça fait vraiment pitié. Et alors 155 yards, ils en sont très loin des 200 yards. Ils n'ont pas eu de jeu de course. Le jeu de passe aussi quasiment inexistant. Et d'ailleurs, leur QB met 136 yards, mais je pense que la majorité des yards, il les met quand on est en défense vraiment préventive sur la fin de match où on les laisse venir. Hein. Clairement, le but, c'est de pas se prendre un gros jeu au-dessus de la tête. Et donc cette défense s'est vraiment imposée. Et c'est vrai que bon, ils n'avaient pas leur QB titulaire, les Bengals évidemment, mais ça n'empêche pas que la défense progresse vraiment. Et à la course, ils ont été inexistants. Ils ont mis combien de yards à la course? 40. Voilà. Donc ils n'ont rien fait, dont une course de un peu plus de 15 yards. Donc sur l'ensemble du match, ils ont vraiment été inexistants à la course. On a eu un très bon match de Jabril Peppers qui fait une quasi-interception en fin de premier quart-temps. Il a la balle dans les mains, malheureusement, il la relâche. On a aussi très bon match comment il s'appelle, Logan Ryan qui nous fait passe typée, qui nous fait qui crée un fumble et qui le recouvre juste derrière, qui a fait vraiment un match super complet. Pareil, il aurait pu en intercepter à un moment d'ailleurs, c'est les deux d'ailleurs, Jabril Peppers et Logan Ryan qui se gênent alors que le ballon est entre les deux. Ouais. Ils peuvent l'intercepter et finalement ils se gênent et ils l'interceptent pas. Ouais. La tristesse. Ça arrive, ça arrive, ouais. C'est ça. Blake Martinez qui était un petit peu en dedans encore, qui fait un bon match, mais finalement, en fait, ils n'ont pas eu beaucoup de snaps, les mecs. Ils n'ont pas beaucoup joué en attaque, donc c'était un peu difficile de voir la défense. On en parlait juste avant. McKinney, qu'on attendait de voir, et en fait, McKinney, hein, c'est compliqué parce que il arrive dans une équipe où les deux safeties, c'est Peppers et Ryan, qui jouent à un niveau qui est tellement énorme que tu peux pas dire tu dégages, on met McKinney, tu vois, ça aurait pas de sens finalement. Julian Love qui tourne aussi en safety, donc je pense que petit à petit il va prendre des snaps de Julian Love, mais pour l'instant il n'y a pas de raison de faire jouer McKinney outre mesure, qui revient de blessure et qui va s'acclimater. Donc il a joué 5 snaps, il va petit à petit jouer de plus en plus évidemment, mais voilà, donc défense toujours solide, qui continue de progresser. Leonard Williams qui a fait le taf avec un sac notamment, 6e sac de la saison, donc voilà. Darnell Holmes très intéressant aussi, hein, même si la passe interférence elle est pour lui, mais je trouve qu'il fait un bon match dans l'ensemble. Justement sur la passe interférence, en fait même le commentateur a dit mais en fait il y a rien, la couverture était bonne. Il faut aussi noter que l'interception de Nicolas Loss, elle intervient sur une passe déviée de Darnell Holmes, et en fait Nicolas Loss que personne ne connaît, hein, parce que le gars il a fait 16% des snaps, hein, il a pas beaucoup joué, c'est un special teamer, il se jette sur le ballon, c'est de manière très athlétique, c'était beau, c'était très beau, donc c'était une belle action défensive. Surtout que le mec c'est un D-line, donc il était en train de mettre la pression sur le QB, il se retourne et il retourne chercher la balle, quoi. Donc attends, c'est un D-line, pour moi c'était un linebacker, la Loss. Peut-être, enfin, en tout cas il était en train il était opposé au line en face et il fait marche arrière. Non, mais t'as raison, c'est un D-line, c'est juste qu'en fait il porte le numéro 57. Donc c'est un peu c'est pour ça que c'est les remplaçants, ça, ils ont les numéros qui restent, hein, tu sais. Voilà, donc je pensais qu'il avait c'était un linebacker parce qu'il y avait le 57. Mais ouais, très belle action.
Moi, j'ai trouvé aussi que James Bradbury, qui au final n'a pas eu beaucoup de ballons lancés vers lui, Mm. c'était aussi pour une bonne raison, c'est parce qu'en fait, il fait le taf. Mm. Et d'ailleurs, je crois qu'à un moment, il a fait une très belle couverture. Il y avait une longue passe côté gauche où il la dévie. C'est plutôt bien fait. Je sais plus contre qui c'était. Je sais plus. C'était contre comment il s'appelle, AJ Green. Et c'était. Attends, j'essaie de te retrouver AJ l'action. Green. Mais attends, Bah, mais qu'est-ce qui lui arrive, AJ Green? En plus, il a joué, mais attends, je l'ai même pas vu. Il a euh, 0 réception, 3 passes lancées dans sa direction. Mais attends, AJ Green, c'était un monstre avant. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui lui arrive à ce pauvre AJ Green? Bah écoute, je pense que comme tout le monde, au bout d'un moment, tu Attends, on parle bien c'est bien le mec qui était archi fort avant, là, non? Ah mhm, oui. mhm. Ah, mais en fait, attends, je suis en train de regarder juste pour voir. Il a que des saisons à plus de 1000 yards quasiment. En 2018, il met que 694 yards. Et en 2019, il a pas joué du tout. Donc, à mon avis, il a subi une grosse blessure. Alors, j'ai pas suivi sa carrière, mais il a dû avoir une grosse blessure. Et c'est pour ça. Alors qu'il fait que des saisons à plus de 1000 yards sinon. Ok, Ouais, bon, ouais, bah mais voilà. donc voilà, donc aussi un très bon match de Bradbury qui au final nous permet d'avoir tout un côté du terrain qui est loqué Qui est loqué direct. Ça lance et, même pas dans sa direction. et voilà. Et mais d'ailleurs cette saison et c'est pas que les fans des Giants qui le disent, ça a été reconnu à travers la ligue. James Bradbury est l'un des meilleurs cornerbacks de cette saison, voire le meilleur. Enfin, il éclate tout quoi. Il est Bah en fait, ce qui est vraiment flagrant, c'est quand les équipes ne lancent plus sur toi. Mm. Ça veut tout dire en fait. C'est que les mecs prennent même plus la peine de lancer dans ta direction parce que si c'est pour faire du 20% de complétion quand ça lance sur toi, bah tu regardes ailleurs quoi. Surtout qu'il y a d'hommes qui a quand même un peu progressé, c'est pas non plus l'assurance tout risque. Donc bon. Ouais, non, tout à fait. Donc, non, mais côté défense, tu vois, je regarde un peu ce qu'il y avait d'autre à dire. Non, Non, globalement, bah c'est ça ça, va, hein. quoi. Globalement, C'est grosse la- prestation de la défense contre une équipe des Bengals sans QB quoi. Enfin Ouais, sans ouais, QB. voilà. Pas Donc, autant en que les fait, la seule Broncos, ombre mais au tableau, c'est. avec. Ouais, oui. Mais voilà, la seule ombre au tableau, c'est juste la pénalité de Leonard Williams. Mais sinon, c'est pratiquement une prestation parfaite, hein. Pour moi, c'est eux qui nous ont Mhm. gagné le match. Ah bah c'est sûr, c'est eux qui sauvent la mise en fin de match, donc oui, oui, clairement, je suis tout à fait d'accord avec toi. En attaque, ça a bien démarré, il y a eu des belles actions en attaque, on a fait des beaux drives où c'est pas toujours évident avec des troisièmes tentatives compliquées qui ont été converties, même des quatrièmes, bah, notamment sur le touchdown de Wayne Gallman. Il me semble qu'il n'y a pas une quatrième aussi qui a été jouée. Si, une quatrième sur une course de Lewis aussi qui fait un beau cut à l'extérieur, Mhm. qui rebondit bien et qui gagne les yards qu'il faut. Donc tout se passait, on va dire, entre guillemets, pas trop mal, avec deux passes longues pour notre tight end Evan Engram, avec notamment la deuxième. Bah, la première, il prend vraiment de vitesse son corner, et donc il a 2 yards d'avance, et Daniel Jones se lance parfaitement dans la course. Mhm. La deuxième, il a un demi-yard d'avance, mais encore, je sais même pas. Mais Daniel Jones, elle lance aussi parfaitement, elle arrive nickel, et du coup, là, c'est du 50-50, et Evan Engram fait ce qu'il faut pour la catcher. Par contre, il y a une passe qui est lancée, une monstre passe, il faudrait que je la revoie, j'ai pas été voir le replay de celle-là, mais lancée extrêmement loin par Daniel Jones pour une course fade aussi, pareil, comment il s'appelle Slayton. Darius T'oublies tout le Slayton, temps qui son est nom en ce très moment. rapide. Putain, mais Slayton, je retiens pas son nom, je sais pas pourquoi. Et d'ailleurs, il fait 0 réception, c'est pour ça que j'oublie son nom. Ouais. Et il la drop, ce con. Merde, c'était quand je la vois partir la balle, il l'a lancée. Elle est passée au-dessus de la lune, elle est redescendue, et Slayton qui la catche pas, quoi. Ouais, ouais, bah c'est en fait en rentrant à nouveau dans l'atmosphère, elle était trop chaude, donc il l'a pas attrapé. Mais ouais, c'est un peu dommage. Ça aurait été une superbe action et ça Ah montre ouais. justement. D'ailleurs, si avant de revenir vers Evan Engram, si on peut s'arrêter sur Jones 2 secondes, moi j'ai quand Mhm. même envie de souligner à quel point sa prestation était exceptionnelle parce que il nous a fait des passes magnifiques. Il y a eu plein de fois où en fait je trouvais qu'il avait une poche un peu serrée. Et d'ailleurs on parlera de la ligne offensive un peu plus tard. Et en fait il paniquait pas, il montait dans la poche et il lançait ses passes.
Et justement, comme ces 3 passes dont tu as parlé, elles étaient magnifiquement placées. Et le receveur n'avait juste qu'à faire le job d'attraper le ballon. Je trouve qu'il a vraiment progressé dans les passes longues, en tout cas, cette année. Et on lui laisse aussi plus la chance de lancer loin, hein, puisque en début d'année, Garrett avait un peu décidé de ne pas lui faire lancer la balle trop loin. Et avec beaucoup de jeux courts, là, on va chercher un peu plus profond et ça marche plutôt bien. Donc il n'y a pas de raison de s'arrêter là. Ouais, donc en fait c'est quand même un peu dommage qu'il y ait cette blessure, mais bon ça fait partie du jeu et je pense qu'on le disait déjà l'année dernière que maintenant qu'on a Daniel Jones, il fallait s'habituer à ce que on compte un peu trop souvent sur notre backup quarterback parce que Daniel Jones n'est pas Eli Manning et on n'aura pas un quarterback qui est capable de nous faire 16 matchs par saison pendant 16 saisons. C'est malheureux mais c'est comme ça. Pour ceux qui ne le savent pas, donc Daniel Jones il s'est fait je sais pas comment est-ce qu'on dit en français mais il s'est blessé le hamstring injury, c'est les ischios apparemment, voilà. Donc c'est une petite lésion musculaire. J'ai été consulté ma copine qui est kiné et bientôt ostéo et qui m'a expliqué qu'en fait c'était une blessure assez courante qui pouvait durer quelques jours comme plusieurs semaines, jusqu'à 6 semaines, mais en général c'est 2 semaines une blessure comme ça. Ouais, alors on peut prendre comme exemple par exemple Odell Beckham qui lors de sa rookie season s'était blessé les ischios pendant les training camps. Les Giants ont voulu le faire revenir 2 semaines plus tard, première semaine, il s'est réagrafé la blessure et il a été absent pendant 4 semaines. Alors certes, Daniel Jones, c'est pas un receveur, il n'a pas besoin de courir tout le temps, mais en fait, on a bien vu que parce que Daniel Jones s'est blessé sur une course tout seul, hein, et il a essayé de revenir un peu plus. En fait, après, il a fait une passe où il a loupé Dion Lewis sur un third down, mais en fait, d'ailleurs, on remarque qu'il est pas à l'aise sur ses jambes, il bouge plus tellement, alors qu'un quarterback qui est toujours un peu en train de sautiller sur ses jambes. Non, il le réussit. Et à un moment, il lance la balle sans bouger les pieds. Il a les 2 pieds ancrés dans le sol, il l'envoie et elle est captée. Non, elle est pas captée cette passe. Ou alors on parle pas de la même. Mais peut-être pas de la même. Mais à un moment juste avant qu'il sorte du terrain pour la première fois. Oui, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que en effet, on voyait qu'il bougeait plus les jambes parce qu'il pouvait plus vraiment bouger. Et puis, il est sorti du terrain, il est revenu, et puis pareil, il a lancé la passe. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tout de suite chopé sa cuisse droite. Il avait trop mal, quoi. Donc, pour moi, je pense qu'il faut pas compter sur Daniel Jones la semaine prochaine. Peut-être même pas la semaine d'après, parce que c'est un peu compliqué. Alors certes, c'est pas un receveur, donc il n'a pas besoin de tracer tout le temps, comme je disais tout à l'heure, mais il a quand même besoin de ses jambes pour prendre ses appuis. Ce serait alors qu'on le fasse pas jouer cette semaine, moi je trouverais ça logique. S'il est blessé et qu'il y a un petit doute ou quoi, il n'y a pas de raison de rusher son retour. De toute façon, c'est pas un match Alors évidemment, c'était déjà pas évident d'aller battre les Seahawks, mais c'est pas un match sur lequel on compte vraiment. En tout cas, on l'a pas mis dans nos victoires potentielles de cette saison. Mais par contre, la semaine d'après, ce serait bien puisque on a, je crois, Cardinals et Browns qui s'enchaînent et ça me semble être des matchs quand même à notre portée. Par contre, sans Daniel Jones. Bon, on sait pas, hein, c'était compliqué pour Colt McCoy, il a fait vraiment une piètre prestation, il fait 6 sur 10 à la passe pour 31 yards, c'était très compliqué, mais aussi il a pas perdu le ballon. Il n'a pas perdu le ballon, alors il aurait pu, c'est sa deuxième passe, c'était très limite, une vraie passe dans les mains du défenseur, c'était chaud, mais finalement il se fait pas intercepter. Il fait une belle passe à un moment pour Golden Tate, belle passe bien anticipée et tout, mais il sera meilleur après une semaine d'entraînement avec l'équipe première, c'est sûr. Ça y a pas à douter qu'il reviendra meilleur. Mais bon, il faudrait pas non plus que le retour de Daniel Jones tarde trop si on veut espérer atteindre ses playoffs miraculeusement cette année. Ouais, non, mais tout à fait. Et bon, en tout cas, on va voir hein, si on a bien fait de garder un Colt McCoy plutôt qu'un Alex Taney. On le saura bien assez tôt. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, en fait, il va falloir que Jason Garrett construise son attaque autour du running game. Alors, il le faisait déjà mais maintenant il va pas avoir le choix parce que un Colt McCoy il est pas capable de faire du zone option read et donc personne ne surveillera McCoy pour voir s'il va partir en courant. Donc tout le monde va se concentrer sur la course. Donc il va falloir trouver un moyen quand même d'installer le jeu de course tout en donnant des passes faciles à faire pour McCoy pour que il nous perde pas le match. Et puis bien entendu on a une défense qui a pas mal progressé ces dernières semaines et il faut que cette défense continue parce que voilà, c'est pour moi la course et la défense qui vont nous permettre de garder la tête en dehors de l'eau.
D'ailleurs, on met 142 yards à la course sur ce match-là. Alors, Daniel Jones en gagne quelques-uns, des yards à la course, mais c'est globalement Wayne Gallman qui fait le boulot. Daniel Jones, il met 19 yards à la course. Ils ont tenté une ou deux courses de Daniel Jones, mais c'était bien gardé. Ils sont bien disciplinés, les Bengals, contre la course, donc contre la course QB en tout cas. Ouais. Mais Wayne Gallman, voilà, 94 yards, un TD, encore un gros match de Wayne Gallman qui à chaque fois fait ce qu'il faut. C'est marrant parce que je défendais un peu Alfred Morris il y a pas très longtemps et il a été vraiment à chier. Je l'ai trouvé vraiment pas bon sur ce match-là. Il a pas fait ce qu'il fallait. Il est pâteau, je l'ai trouvé lourd en fait par rapport à un Wayne Gallman super explosif et super puissant. Ça m'a rappelé son premier match avec les Giants cette saison où j'étais absolument pas content de ce qu'il nous avait fait et puis après il s'était bien rattrapé la semaine suivante. C'est pas quelqu'un sur qui on peut compter de manière régulière, hein. Wayne Gallman, c'est justement un bon, j'ai pas envie de dire feature running back, mais tu sais, c'est un bon running back numéro 2 que tu peux mettre pour un nombre de snaps important derrière un Saquon Barkley. Là aujourd'hui, il endosse le rôle de running back numéro 1 parce qu'on n'a pas le choix et je trouve qu'il le fait plutôt bien. Faut aussi noter l'excellent travail de la ligne offensive. Alors justement, j'allais en parler. Voilà, ouais. n'en déplaise à Marc Colombo. Alors, j'ai toujours quand même d'énormes réserves sur un Cam Fleming qui part. Là, pour le coup, il a pas été mauvais dans le jeu, mais par contre, il a été pénalisé 3 fois et ça fait mal. Non, mais voilà, c'est un vétéran et il se fait se faire avoir comme. Enfin, ça nous coûte cher, quoi. Et surtout, à moins de 2 minutes de la fin, on peut pas se permettre ça. Donc, moi, je suis pour avoir un Matt Peart qui prenne plus de snaps en right tackle plutôt qu'un Cam Fleming. Ouais, mais il s'est passé quoi? Pourquoi on l'a pas vu Peart? Ça tournait à un moment, c'était pas mal, j'aimais bien le fait de les faire tourner. Covid. Et Fleming a pas bougé du match. Covid. Il a chopé le Covid. Il est en Ah réserve. C'est pour ça. Ah, d'accord, je savais pas, parce que tu vois, dans mes notes, je me suis marqué Cam Fleming, entre parenthèses, où est Matt Peart? Voilà, j'ai la réponse, Covid. Bon, Donc, du coup, on n'avait pas le choix, alors je comprends mieux la raison du coach. Bon, en tout cas, c'était un beau match de cette O-line qui, pour la première fois, j'ai vu sur PFF, ils ont tous des notes au-dessus de 60. C'était pas arrivé depuis le début de la saison. Aucune pression concédée par Andrew Thomas. Aucune pression pour Andrew Thomas, qui a été bien meilleur dans cette deuxième partie de saison, très largement au-dessus de ce qu'il avait fait sur les premiers matchs. Et la O-line qui ne concède que 6 pressions sur ce match et 0 sac. Donc franchement, il y a du potentiel. J'ai l'impression qu'enfin on commence à avoir une O-line qui se dessine et ça te change une équipe, clairement. Ouais, alors après, pour être tout à fait franc, je saurais pas évaluer la D-line, enfin le front seven de manière globale des Bengals. Carl Lawson qui a affronté Andrew Thomas, je vais pas vous le cacher, je le connaissais pas avant le match et donc je saurais pas dire si c'est un gars qui est bon ou si c'est juste un gars qui est médiocre et donc du coup c'est normal que si c'est normal ou si c'est plutôt un exploit que Thomas l'ait si bien contenu. Mais on va prendre le positif là où il est, hein. Franchement, tout le monde a dit il y a quelques semaines que Thomas était le pire des 4 tackles draftés en termes de notes, qui était vraiment tout en bas. Et là, ces dernières semaines, ça ne fait aller que dans le bon sens. Et bizarrement, ça match le moment où Joe Judge a décidé de s'impliquer dans le coaching des O-line et quand il a décidé de virer Marc Colombo. Donc je pense qu'en fait, malheureusement, Marc Colombo était pas la bonne solution pour développer cette ligne offensive. Oui, effectivement. Bon, voilà. Donc, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce qu'on a dit? Attends, si je reprends mes notes, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a dit? Non, Special Teams, la défense, Starling... Ah oui, si, quand même, un petit élément que je voulais rajouter. J'en avais déjà parlé la dernière fois, je t'avais indiqué que je trouvais que ces receveurs avaient vraiment une toute autre tête une fois que Sterling Shepard était revenu de blessure et c'est encore viable aujourd'hui. Il est vraiment bon, Sterling Shepard. Déjà, c'est un très bon bloqueur, il fait le taf et il drop pas. Et ça, c'est vraiment cool par rapport aux autres receveurs qu'on a qui sont un peu moins. Je sais pas si consistant ça se dit. Régulier. Constant, régulier. Voilà, on a Slayton qui va dropper de temps en temps, Engram qui va dropper aussi parfois, alors que Shepard il fait le boulot et à chaque fois les gens disent tout le monde l'aime bien en fait ce mec. Alors c'est le joueur le plus ancien dans l'équipe, c'est lui qui a passé le plus de temps chez les Giants et on a besoin d'un gars comme ça. C'est pas le receveur numéro 1 qui va te faire à 150 yards à chaque match, mais il fait des belles actions et il fait des catchs importants au moment important, notamment je crois en third down, je sais pas si tu l'as vu, mais il fait un tracé stop, il se retourne, il glisse
Oui. et il se relève et il arrive à attraper la balle. C'était plutôt joli ça. Ouais, non, mais moi, c'est un joueur que j'adore depuis qu'il est chez les Giants, hein. Il fait un taf monstrueux. Sur ce match, il a été visé 8 fois, il a attrapé le ballon 7 fois. D'ailleurs, pour une fois qu'on peut dire du bien d'Evan Engram a été visé 9 fois et il a attrapé le ballon 6 fois pour 129 yards. Bon, certes, il a un fumble perdu, mais comme je te disais avant le podcast, je me suis énervé pendant le match parce que c'était Engram, mais en fait, après en revoyant le truc, je me suis dit, bon, ça aurait été un autre joueur, j'aurais dit que c'était une belle action défensive et c'est une belle action Très défensive. bonne défense. Ouais. Mais pour Shepard, tu vois, si on regarde sa saison 2020, alors je suis en train de regarder ça à la volée, il a été visé 50 fois en 7 matchs, 41 passes attrapées, ce qui veut dire qu'il attrape 82% de ses passes. Ouais, c'est énorme, hein, c'est beaucoup. C'est génial, hein, et c'est... Enfin, tu vois, c'est pas un Odell Beckham Jr., hein, et personne ne dira le contraire. Moi, j'adorais quand il jouait avec Odell Beckham, parce que Beckham, c'était le côté flashy, etc. Mais Shepard, c'est l'assurance tout risque. Et il est là, et tu sais que quand tu as besoin de main sûre, tu cherches le numéro 87, et généralement, il t'attrape le ballon. Ouais, c'est le mec qui va au charbon, qui s'il faut catcher entre deux linebackers, il va mettre le catch et il va encaisser le choc derrière et il n'y a pas de souci sur ça. On n'a pas vu Mac, tiens. Si, il a attrapé c'était un third down ou un fourth down au milieu. C'était pas Board plutôt. Le 18, c'est pas Mac. Non, c'est le 80 Mac. Ou 81, c'est le 81 je crois. Ah bah t'as peut-être raison, ça devait être Board. C'est CJ Board je crois. Ouais, t'as raison, c'était CJ Board puisqu'il me semble avoir vu le 18. Donc non, bon, bah dans ce cas, non, on l'a pas vu. D'ailleurs, est-ce qu'il apparaît sur la fiche de stats? Donc c'est bien Board en effet qui a une target, une réception. Et si on regarde dans les snaps, Austin Mack, il a fait 17. Non, Austin Mack, c'est le numéro 17 apparemment. Ah non, je suis n'importe, c'est le nombre de snaps. Ah bon Non, pardon. Il a fait 17 snaps. D'accord. Mais sinon, Ok. pas de target. D'accord, bon. On a eu des bonnes réceptions Ok. de Golden Tate aussi. Il a pas. Ouais, mais moi non, Golden Tate, tu vois, sur ce match, 4 réceptions sur 9 targets, j'ai trouvé que quand il a été visé, c'est un peu le Evan Engram du début de saison, Ouais. oui, Evan Engram début de saison, où on lance la balle, mais il n'arrive pas à se démarquer, et du coup c'est des passes un peu forcées, et en fait il s'est fait dominer par son défenseur, là, Alexander, qui est un peu rentré dans sa tête, je sais pas si t'as vu, mais à chaque fois, chaque action, le défenseur arrivait à l'empêcher de catcher la balle, notamment sur à un moment une passe interférence dégueulasse, pas sifflée du tout, où là c'est abusé pour le coup, il a plus qu'un bras pour la réceptionner Golden Tate, mais il dit rien, franchement il la ferme. Et le mec, ce défenseur, à chaque fois, il se mettait devant lui en mode tu l'as pas encore catché, tu sais, il était en trash talking, mais Total. tu vois, un peu Ouais. mignon, méchant, t'as envie de lui mettre des tartes, quoi, tu vois, au mec. Ouais. Et Golden Tate, il a fermé sa gueule et il a rien dit, mais il a pas réussi à catcher. Le mec est un peu rentré dans sa tête, je pense, tout le match. Et du coup, il fait un match pas terrible, 4 réceptions sur 9. Tu vois, 4 réceptions, 36 yards, je me dis ça va s'il y a 5 passes lancées en sa direction, mais là, il y en a 9. Donc ça me pose un peu plus de problèmes. J'avais pas vu le nombre de cibles en effet, mais c'est vrai que Bah, j'avais ouais. plus en tête. Il a fait quelques belles réceptions, je pense notamment à une côté droit, mais c'est sûr que sur 9 cibles, c'est pas génial. Bon, rapidement, avant de nous quitter, prochain match contre les Seahawks, donc vraisemblablement sans notre quarterback titulaire, Daniel Jones, donc ça va peut-être être un peu compliqué. Vrai test pour Bradbury qui va se retrouver face à DK Metcalf a priori à mon avis, hein, il va se retrouver quasiment sur tous les snaps face à lui, donc là gros test pour lui. On va voir ce que ça va donner. Quelles sont nos chances à ton avis sur ce match? Est-ce que déjà tu y vas en te disant il faut gagner? Moi je me dis pas forcément ça. Non, je me dis Enfin, pas il faut qu'il toujours faut. gagner, mais bon. Je me dis pas qu'il faut gagner, mais je me dis que les Seahawks ont été un peu surprenants cette saison, dans le sens où je sais contre qui ils ont perdu récemment et ils auraient pas dû perdre. Je regarde leur programme 2020 là comme ça, parce que bon, c'est une équipe qui a 7-3, c'est une des meilleures équipes de la NFC, donc il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, comme on dit. Mais ils ont très bien démarré, ils ont un peu ralenti, ils ont eu quelques petits problèmes récemment en fait surtout. Voilà, Alors qu'ils étaient vraiment très chauds en début de saison. c'est les Buffalo Bills
qui les ont battus alors qu'on n'attendait pas forcément les Buffalo Bills pour les battre, où en fait ils avaient tellement axé leur défense contre la course que Josh Allen il y allait à la passe et il les a démontés. Alors là c'est dommage, on n'a pas de Daniel Jones parce que en fait ça aurait été quand même intéressant d'avoir un Daniel Jones qui est capable de faire peur avec ses jambes et qui est en fait aussi capable de t'attaquer loin. Et d'ailleurs juste une petite parenthèse sur le play calling, ce que j'ai beaucoup apprécié dans le play calling de Jason Garrett, c'est que typiquement les 2 passes longues de Evan Engram, il me semble qu'à chaque fois, en tout cas il y en a une qui est sur un third and short, il y a 2 yards, et plutôt que juste d'aller chercher une passe courte, et il dit à Jones, tu peux aller chercher la go route et viser en profondeur Engram, et ça a super bien marché. Donc c'était juste la parenthèse. Mais donc voilà, pour revenir aux Seahawks, je pense que notre défense peut les mettre à la peine, quoi, les contenir un peu. Je sais pas si notre attaque va être capable d'exploiter leurs faiblesses. Bah oui, sans. Après, je crois qu'ils ont une défense assez pourrie. Il faudrait voir les statistiques de défense, mais il me semble qu'ils sont. Oh non, ils ont une O-line qui apparemment est pas top. Ça, c'est ce que j'ai entendu. Alors, je les regarde pas toutes les semaines. Ils ont un MVP par contre. Oui, d'accord. Mais bon. Ça te fait pas tout, Si t'as personne pour te protéger, t'as beau être MVP, tu peux pas tout faire. Alors attends, je vais juste regarder la défense. Défense. Je suis sur le site de ESPN.com. Et donc on regarde quoi? Les yards par game? Qu'est-ce qu'on regarde? Points par game? Je sais plus, il y avait une époque où sur NFL.com, ça te disait sur la fiche de l'équipe comment elle se classait en rush yard, en défense, regarde, etc. attends. Ouais, mais là, ça c'est fini, ils ont enlevé ça sur le site de la NFL. Mais regarde, Seattle Seahawks, yards par game, 435, et ils sont derniers de la ligue. Ouais. Et le plus, c'est à la page, je suppose. Et le plus, c'est à la passe. 343 yards par match encaissés à la passe. Ouais. Et seulement 90 au sol. Donc oui, c'est effectivement leur gros problème, c'est la secondary. Ouais, écoute, c'est... Merde. Pas de chance, Dommage. Faut juste espérer que Daniel Jones ait le temps de se préparer. Là, si je regarde leurs statistiques en attaque, pass yard, est-ce qu'ils nous mettent le pass yard par match? Non, mais je vais pas y arriver. On n'a pas. Non, t'embête pas. On n'a pas préparé ça pour être honnête. Mais bon. Non, on est en train de regarder parce qu'on en parlait, mais on arrive à la fin du podcast de toute façon. Un match qui va être. On va voir ce que ça va donner cette nuit contre les Eagles, mais dans tous les cas, pour le coup, c'est pas le match le plus simple qui va nous rester. Je pense qu'il y a des matchs plus faciles à gagner si on veut rester en première place de cette NFC Est. Tout à fait. Voilà, bon, merci Thiergo. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot pour la fin, quelque chose qu'on a oublié de dire ou vas-y, raconte-nous quelque chose, je sais pas. Fuck les Eagles. Voilà, ça finit bien ce podcast. Voilà, du coup. Bon, merci à tous de nous avoir suivis. On vous dit à la semaine prochaine pour débriefer du match contre les Seahawks qui va sûrement être un petit peu plus dur que ce match contre les Bengals, une équipe de D2 française de football américain, c'était pas évident. Et on vous dit à très bientôt sur le Twitter de New York Giants FR. Merci Thiergo, à bientôt, salut tout le monde, ciao. Ciao.